I'm gonna send you up against the best. You two characters are going to Top Gun. Salut les internets. Quel plaisir de vous retrouver. Pour vous remercier de tous les pouces bleus de l'amour que vous m'avez mis sur la dernière vidéo, voici un nouveau concept sur la chaîne. Bienvenue dans le premier épisode de... Dans cette émission, on va parler de tous ces fameux films que l'on adore, même si on le dit pas car on a un peu honte. Je suis un petit peu gêné, je ne sais pas ce qui m'arrive. Si tu n'as pas encore vu le film, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Les spoils n'arriveront qu'à partir de ce moment-là, et tu seras prévenu avant par un petit message. Avant ça, on va voir pourquoi ce film est culte, comment s'est passé le tournage, et c'est du grand n'importe quoi, et tu auras droit à quelques petites anecdotes croustillantes pour briller en soirée. Et ce fameux film, il sent bon la propagande américaine et la virilité épilée. Mesdames et messieurs, voici Top Gun. Alors pour les néophytes, Top Gun est un film réalisé en 1986 par Tony Scott, le frère d'un certain Ridley, à qui l'on doit plein de films sympas mais pas ouf. Et l'histoire de film, c'est quoi ? Maverick, incarné par Tom Cruise, est un putain de pilote de chasse. Après avoir affronté des MiG-28 dans l'océan Indien, il est envoyé dans l'United States Navy Fighter Schools, l'école d'aviation pour l'élite des pilotes de chasse américains, dont le petit surnom est Top Gun. Voilà. Et devant ton écran, tu es déjà en train de te dire que c'est un peu léger comme résumé. Ben c'est le principe du film. Le scénario, on s'en fout, on est là pour voir des muscles et des avions de chasse. Et est-ce que ça marche ? Évidemment. Et voilà pourquoi. C'est le film popcorn par excellence. Il est fait pour être vu sur écran géant, avec les enceintes à fond pour pouvoir profiter de toutes les musiques cultes. Ça c'est du rock. Les mecs, ils font mumuse avec des avions de chasse à 30 millions de dollars, soit 2 fois le budget du film, ils sortent des plans qu'on n'a jamais vus à l'écran. Et à l'époque, pas de CGI, tout est réel. Son rival, c'est Batman. Mais pas le Batman qui défie Superman, pas le Batman présentateur télé, le Batman en latex. J'aime le latex, ça me rend folle. Son boss est chauve et fume des cigares. Quand tu fais une connerie, ton boss il te sort ça. Je vous demande de vous arrêter. Celui de Maverick, il réagit comme ça. You'll be flying a cargo plane full of rubber dog shit out of Hong Kong. Son meilleur pote, il s'appelle Goose et il a une moustache. Tombe même amoureux de sa prof. Les briefings sont faits par Jean-Pierre Bacry. Toutes les musiques du film sont cultes. Et surtout, cette putain de scène. Je tiens à m'excuser d'avance pour ce qui va suivre. Et parlons du tournage. On doit ce film à Tony Scott, qui fut recruté après avoir fait cette pub. Le mec était à fond. Un jour, il veut tourner un plan supplémentaire d'avion devant le coucher de soleil. On lui dit car il faut faire demi-tour avec le porte-avions, ça va coûter une blinde et c'est hors budget. Le mec, il veut tellement faire son plan qu'il fait lui-même un chèque de 25 000 $ et le donne directement au capitaine. Et malgré cette dévotion, Tony Scott a été viré 3 fois du tournage, avant d'être repris bien sûr. Car ce tournage, c'était aussi du grand n'importe quoi. Simpson était tout le temps sous produit entraînant la démonétisation des vidéos YouTube. À cause de ça, il aurait même plié un certain nombre de voitures de location en se rendant sur le tournage. Et il continue à faire passer des auditions plusieurs mois après le bouclage du casting, mais uniquement pour des rôles féminins. Tu répètes ce que tu viens de dire. Mais uniquement pour des rôles féminins. T'occupant de faire passer pour un pervers, hein. Toutes les semaines se finissaient par des soirées gargantuesques. Tom Cruise y invitait plein de copines, Tony Scott y ramenait toutes ses amies à qui il avait fait refaire la poitrine, parce qu'il est vraiment sympa, alors même que sa femme était là. Et pendant ce temps, Kelly McGillis nageait nu dans la piscine avec un Simpson à 2 doigts de la noyade, car il avait pas voulu avouer qu'il ne savait pas nager. Le mec, il avait tellement honte qu'il préférait se noyer plutôt que le dire. Autre anecdote amusante, pour la scène de combat finale, l'armée autorisa de tirer un seul missile. La production a dû employer la technique supercopter, inverser les images et les passer en boucle pour faire croire que plusieurs missiles étaient tirés. Tony Scott a dû faire une Peter Jackson pour filmer Tom Cruise. Il a eu le même problème qu'avec les Hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. Tom Cruise étant plus petit que les autres comédiens, il a fallu trouver plusieurs astuces de mise en scène pour que cela ne se voit pas. Faire marcher les autres derrière, se baisser, lui mettre des talonnettes, le rehausser. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi. Ce mec, c'est Pete Pettigrew. Il était conseiller technique sur le film et surtout instructeur à Top Gun. Son nom de pilote, Viper.
comme celui de l'instructeur dans le film. Et lors de la guerre du Vietnam, il a vraiment abattu un mine. D'ailleurs, les MiG-28 n'existent pas. Ces avions ont des numéros impairs. La production a utilisé des F-5 à l'apparence modifiée. Probablement car l'URSS n'était pas super motivé pour leur fournir leurs derniers avions de chasse en pleine guerre froide. Val Kilmer ne voulait pas jouer dans le film, mais il était obligé à cause de son contrat. Toi, tu serais prêt à tout pour avoir une réplique dans un film de fin d'études. Val Kilmer, lui, il refuse Top Gun. Le pilote Art Scholl disparut en mer avec son avion pendant le tournage d'une scène. Ok, cette anecdote n'est pas vraiment amusante, mais il faut savoir que le film lui a été dédié. Les gros films de l'époque utilisaient des caméras 35 mm avec des objectifs anamorphiques. Vous trouverez dans la description une vidéo expliquant pourquoi l'anamorphique, c'est trop bien. Sauf qu'un objectif anamorphique, en plus d'être très cher, c'est très gros, et ça rentre pas dans un cockpit d'avion. Du coup, Tony Scott décida d'utiliser des caméras Super 35 qui avaient déjà fait leur preuve dans la publicité et le film Greystock, car elles pouvaient rentrer. Et le film popularisa ces caméras, qui furent ensuite utilisées par les plus grands réalisateurs dans les années 90. Ouais, tous ces films, c'est avec du Super 35. Bref, ce film illustre parfaitement le grand n'importe quoi des années 80. Alors, pour les plus jeunes, les années 80 c'est quoi ? C'est une époque lointaine et révolue, où Michael Jackson était noir et faisait des pubs avec des enfants, tout était sous stéroïdes, même tes jouets, les méchants avaient une moustache et étaient communistes, George Michael draguait des femmes, Jacques Chirac était un homme de parole, les footballeurs faisaient de la chanson, Bernard Tapie faisait de la chanson. Le futur c'était ça, Internet c'était ça, les émissions pour enfants c'était ça, l'esprit sportif c'était ça, les vitamines c'était ça, quand on voulait te vendre une voiture, on te la vendait comme ça. Bref, les années 80, c'était le grand n'importe quoi, et Top Gun, c'est les années 80 lancés à Mach 2. Mais après avoir survolé le film, jeu de mots de qualité, intéressons-nous d'un peu plus près à la mise en scène. Et pour cela, on va devoir raconter des éléments importants de l'intrigue. Il est donc temps d'appuyer sur le bouton Alerte Spoiler. Ceux qui ont déjà vu le film peuvent continuer. Pour les autres, il est temps de mettre un pouce bleu de l'amour et d'aller acheter le DVD. Au revoir. Voilà. Maintenant que nous sommes entre personnes de bon goût ayant déjà vu le film, on peut continuer. Le scénario est à la surprise générale, un tout petit peu cliché. Mais on s'en fout, le film est fait pour être efficace. Il a été imaginé par les producteurs Don Simpson et Jerry Bruckheimer, les mecs à qui l'on doit Flashdance, Le Flic de Beverly Hills, Bad Boys ou encore The Rock. Alors on va pas leur demander de la finesse. Même si Bruckheimer a également lancé Michael Mann au cinéma, alors gros respect. On va pas s'éterniser sur l'histoire de cette pub pour l'armée américaine. M'en bats les couilles. Il est plus intéressant de parler des relations des personnages avec Maverick. Car oui, tous les personnages n'ont d'interaction qu'avec lui. Et là, il y a des choses à dire. La bromance avec Goose est assez classique. Le mec un peu fou avec son pote sérieux et rangé, mais prêt à le suivre jusqu'au bout. Mais à côté des avions et des explosions, ce que l'on retient le plus du film, c'est sa putain de tension sexuelle. Et quand je parle de tension sexuelle, je parle pas de cette scène, ni de celle-là. Non, je parle de ça, de ça, de ça. Sérieusement, c'est incroyable. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde parle de l'homosexualité sous-jacente du film. C'est d'ailleurs amusant qu'à l'époque ça soit passé inaperçu. Le film passe plus de temps dans les vestiaires que dans les avions. Et comparez la tension entre ces deux scènes. Franchement, il n'y a pas photo. D'ailleurs, cette comparaison augmente ce sentiment. Car en effet, la romance avec Charlie, elle est à chier. Les scènes sont mal écrites, les acteurs ne savent pas comment jouer. On sent qu'il n'y a aucune attirance entre Kelly McGillis et Tom Cruise, alors que quand X-Men est dans la pièce, c'est complètement différent. D'ailleurs, l'actrice avouera que Tom était un mec gentil, et on sait tous ce que ça veut dire. Et c'est d'autant plus criant quand à côté, on voit la relation entre Goose et sa femme. L'alchimie a tellement bien fonctionné entre les deux acteurs qu'ils ont même fini par sortir ensemble après le tournage. Certains connaissent la théorie de Tarantino comme quoi Maverick est gay, et que Charlie a mis une casquette pour ressembler à un homme. Et c'est à partir de ce moment que Tom Cruise tombe sous son charme. Mais en réalité, cette scène est un retake tourné plusieurs mois après, suite aux projections test où le public s'est plaint que l'histoire d'amour n'était pas assez développée. Cette séquence n'était pas dans le montage d'origine, et si elle met une casquette, c'est car elle n'avait plus les cheveux de la même couleur. Et c'est pour la même raison que cette scène a été filmée dans l'obscurité. Car oui, cette scène aussi n'était pas dans le film d'origine. Dans la première version, le seul moment où l'on voit leur romance à l'écran, c'est ce baiser, qui n'était même pas au scénario. Tom Cruise l'a improvisé lors du tournage car il avait oublié son dialogue. Alors messieurs, petit conseil, si vous ne savez pas quoi dire à une collègue, ne l'embrassez pas. Le reste de leur relation est tellement maladroit, le gars, pour la séduire, après avoir fait le forcing avec la moitié de l'armée de l'air, il va jusqu'à suivre Charlie dans les toilettes des femmes. Encore une fois messieurs, si vous n'êtes pas Tom Cruise, ne faites pas ça. Car oui, Top Gun représente aussi une vision du monde un peu désuète. Ce film il est génial quand on le regarde au second degré, mais il a été fait au premier. Et à sa sortie, il a été aimé au premier degré. Derrière le cinéma à grand spectacle, derrière les punchlines cultes, Son, your ego is writing checks your body can't cash. et les punchlines moisies,
Tu pues. Ce film illustre les valeurs des années 80, un peu comme Scarface. Sauf que Scarface, à l'époque, il a été filmé afin de montrer ses excès et ce mauvais goût. Top Gun, c'est le contraire. En fait, Top Gun, c'est un film de boomers. C'est un film écrit par des gens nés lors du baby-boom et qui a pour but de montrer aux jeunes que l'armée c'est cool. Et du coup, on y retrouve plein de valeurs de boomers. Alors bien sûr, ce n'est pas représentatif de toute une génération. Réduire les baby-boomers à Top Gun, ce serait comme réduire les millennials à Fast and Furious. C'est aussi une génération qui a fait plein de choses. La chute du mur de Berlin, l'abolition de la peine de mort, l'invention du McChicken. Mais Top Gun représente clairement une vision du monde de boomer. Un chef, ça te parle avec un ton paternaliste. Quand tu sors du cadre, même si tu as une idée de génie, ça t'engueule. Et parlons des femmes. Dans Top Gun, il montre une femme cool. Mais elle est cool parce qu'elle aime des trucs de mecs burnés. Les avions de chasse et conduire des voitures de sport n'importe comment. C'est tout. Mais surtout, Top Gun, c'est un film qui refoule. Et c'est pas une vanne bas de plafond sur l'homosexualité. C'est un film où les hommes refoulent leurs sentiments. Car un homme des années 80, ça maîtrise ses émotions. Ça a un comportement froid et logique. La seule aparté autorisée, c'est l'adrénaline. Quand Val Kilmer veut présenter ses condoléances, il ne trouve pas ses mots car un homme ça n'exprime pas ses émotions. Quand Maverick quitte Top Gun, Tony Scott est obligé de rajouter ce personnage pour expliquer aux spectateurs ce qu'il se passe. Quand ton meilleur pote meurt, ton chef te dit que ça arrive, et qu'il faut passer à autre chose. You gotta let him go. Top Gun, c'est cette vision du monde où l'on fonce comme un bulldozer sans réfléchir, sans avoir de recul, de sentiments. Capitalisme triomphant. Mais c'est aussi pour tous ces clichés qu'on aime ce film. Il peut sembler ringard, avec des valeurs dépassées, mais il est surtout maladroit. Les personnages ont en fait de bonnes intentions. Il n'y a pas de vrais méchants, sauf les communistes. C'est juste qu'ils sont tous très maladroits et stéréotypés. Et le film reste super fun. Les combats aériens sont incroyables, l'ambiance est géniale. À part la mort de Goose, tout est léger et fun dans ce film. À la fin, ils ont probablement déclenché la 3e guerre mondiale, mais c'est pas grave, ils pilotent des avions de chasse, c'est génial. On est vraiment au kiff devant ce film qui a fait de Tom Cruise une superstar. Et n'oublions pas que grâce à Top Gun, on a eu Gérard Lenormand. Ah, si seulement YouTube pouvait me laisser passer cette chanson en entier. C'est pour toutes ces choses que Top Gun est un excellent plaisir coupable. Alors, au contraire de Iceman, assumons nos sentiments, montrons-le en partageant cette vidéo. Aimons Top Gun et les boomers comme nous aimons la tribu de Dana. Car je sais très bien qu'un jour tu as chanté ce refrain. Ne fais pas l'innocent. Voilà, c'était le premier épisode de Plaisir coupable. J'espère que ça vous a donné envie de vous faire pousser la moustache et de bombarder un pays producteur de pétrole. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu et pour le prochain épisode, on repart sur le format classique de fin alternative, mais ça, tu le sais déjà puisque tu as vu le vlog. Il est temps pour moi de vous laisser avec le bouton abonnement et le petit pouce bleu d'amour. Et fais comme si t'étais amoureux de moi. Pour vous remercier d'être resté jusqu'ici tout en fêtant dignement les années 80, je vous laisse avec un charmant moustachu à mulet qui va vous siffler une chanson. Sur ce, à bientôt sur les internets.